vous demandez peut-être, pour ceux qui ne nous connaissent pas, pourquoi on participe depuis de nombreuses années maintenant à la diffusion de la culture scientifique et technique sur le territoire qui accueille certaines de nos installations. Tout simplement parce que ça fait partie d'une part des missions qui sont confiés par l'État à l'ANDRA. Et ça fait partie également des engagements que l'ANDRA a pris en s'installant sur ce territoire, que de contribuer à la diffusion de la culture scientifique et technique. Et on s'inscrit depuis de nombreuses années maintenant, dans le cadre de la Fête de la Science, sur le programme d'Acoustica, qui est là pour animer, entre autres choses, cette Fête de la Science. Et je laisserai un des intervenants d'Acoustica vous présenter plus en détail cette Fête de la Science et puis peut-être le programme de cette année. Et donc chaque année, on essaye de trouver des thématiques pour ces conférences qui soient en lien plus ou moins direct avec les activités de l'ANDRA. Alors le lien de la conférence de ce soir, il était assez évident, puisqu'évidemment, moi je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que vont nous exposer nos invités, donc Nathalie Besson, Emmanuel Pietraga et également Jean-Sébastien Steyer. Voilà, je voulais être sûr de ne pas me tromper sur les prénoms, au moins j'ai retrouvé. Mais il y a un lien qui est assez évident avec une des problématiques que l'ANDRA a à gérer, à savoir la problématique de la mémoire et de la transmission de l'information, de l'existence de notre activité, puisque notre activité, c'est la gestion des déchets radioactifs, c'est la gestion de déchets qu'on produit depuis de nombreuses années pour certains d'entre eux et qui sont dangereux. Nous pouvons gérer de manière sûre pour les générations actuelles et l'environnement actuel, mais nous voulons aussi gérer de manière sûre pour l'environnement et les générations futures. Et donc, une des façons de garantir, entre autres choses, la sûreté de ces installations, c'est de transmettre la mémoire aux générations qui viendront après nous, des activités qui ont été réalisées sur les sites que nous exploitons, mais également de la manière dont nous avons décidé, pris les décisions et pourquoi nous avons pris de telles décisions pour gérer ces déchets. Et donc on travaille depuis de nombreuses années là aussi avec différents chercheurs dans différents domaines sur la meilleure manière de transmettre l'information de l'existence de nos sites. Et il y a un lien direct, vous le comprendrez, même si je suis sûr que vous savez déjà pourquoi vous êtes là et donc vous avez le thème de la conférence de ce soir, mais vous comprendrez assez rapidement pourquoi c'est lié du coup à une partie de nos activités. Donc je ne prends pas plus de temps. Je vais vous céder le micro pour nous parler un petit peu de la Fête de la Science et d'Acoustica et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Alors bonsoir, moi je suis Geoffroy Prévost, donc je suis chargé de mission à Acoustica. Alors Acoustica, vous connaissez peut-être pas, c'est le centre de culture scientifique sur la Champagne-Ardenne. Donc l'objectif c'est de permettre à tous de faire le lien avec les sciences, les techniques et de les comprendre, en fait, de vulgariser, en fait, de faire l'interface entre chercheurs et grand public. Donc nous, on est également coordinateur de la Fête de la Science sur le Grand Est. Et cette Fête de la Science, elle est dans un contexte un petit peu particulier cette année. On est tous masqués, on le voit bien. Et la question s'était posée notamment, est-ce qu'il faut maintenir la Fête de la Science ? On a fait partie de ceux qui ont milité pour le maintien de cette Fête de la Science parce qu'elle est essentielle, on l'a bien vu dans les 6 derniers mois. La science, elle a été assez malmenée par certains scientifiques, notamment, par des discours aussi pseudo-scientifiques qu'on a pu avoir. Et la Fête de la Science, c'est l'occasion de rencontrer des scientifiques, de rencontrer la science aussi, de voir comment elle se fait, comment elle s'est faite, de comprendre aussi que le temps de la science, c'est pas le temps de l'actualité, ça nécessite des validations, ça nécessite pas mal de choses derrière, et c'est essentiel là-dessus. Donc, c'était important pour nous aussi de maintenir cette Fête de la Science et on remercie en fait l'ANDRA avec qui on travaille donc depuis une bonne dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années ensemble sur différentes opérations, d'avoir organisé cette soirée, de maintenir aussi du présentiel. La Fête de la Science cette année, elle est un petit peu hybride. Il y a des opérations qui se font en numérique, donc vous avez la possibilité, on a développé un nouveau site qui était Fête de la Science Grand Est où vous avez tout le programme et vous pouvez accéder aussi aux opérations numériques en replay quand vous n'avez pas pu y accéder. Donc ça, c'est aussi une des possibilités cette année. Et on remercie également les financeurs, donc que ce soit l'État ou la région, qui financent cette manifestation, de nous avoir permis de lancer ce nouveau format hybride avec des essais, peut-être certains couacs qui pourront arriver éventuellement, mais surtout de permettre la rencontre avec les scientifiques à qui maintenant je vais laisser la parole. Bonsoir à tous. Donc on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Nathalie Besson, je suis chercheuse en physique des particules au CEA sur le plateau de Saclay, dans un institut qui s'appelle l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Et si je le mentionne, c'est parce que
Si ma spécialité, c'est l'infiniment petit, depuis 1 an et demi, j'ai décidé de m'intéresser à quelque chose de beaucoup plus, à des échelles de taille beaucoup plus grandes, puisque maintenant je travaille sur les ondes gravitationnelles, par exemple produites par la fusion de trous noirs supermassifs. Donc on est très loin de mes particules élémentaires. Bonsoir, donc, moi je m'appelle Emmanuel Pietriga, je suis directeur de recherche à l'INRIA, c'est pas l'INRA qui de toute façon n'existe plus parce que maintenant c'est l'INRAE, ce que vous avez peut-être entendu par ailleurs. Donc l'INRA, avant c'était l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, maintenant INRIA, pardon, j'ai dit INRA là. Bon, c'est pas grave. Et donc maintenant INRIA, en gros, nous a dit que ça voulait plus rien dire. On travaille chez INRIA, c'est plus un acronyme, n'empêche qu'on continue de faire de la recherche en informatique et en maths appliquées et en robotique. Voilà. Et donc ma recherche plus spécifiquement porte sur la visualisation de données. Donc on a à la fois des compétences en informatique parce qu'on développe des logiciels qui vont permettre de représenter de l'information à l'écran pour des utilisateurs divers et variés. Mais en plus de ça, on a besoin pour le travail qu'on fait aussi d'avoir une bonne compréhension de comment est-ce que l'humain fonctionne, notamment en termes de perception visuelle, de processus cognitifs pour apprendre, pour comprendre ce qui affiche à l'écran, pour mémoriser les choses. Donc voilà, on mélange ces aspects très techniques, plus liés à l'informatique, et cette compréhension du fonctionnement de l'être humain pour concevoir donc des interfaces homme-machine qui vont rendre le travail, notamment des personnes qui travaillent avec des ordinateurs, plus efficace. Bonsoir à tous. Jean-Sébastien Steyer, je suis paléontologue au CNRS, affecté au Muséum national d'histoire naturelle, donc à Paris. Je travaille sur ce qui se passe avant les dinosaures, parce qu'on est tous très spécialisés en recherche, que ce soit fondamentale ou appliquée. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la vie avant les dinosaures et la configuration des faunes, en fait, qui se développaient, qui évoluaient à l'époque sur la Pangée, cette espèce de méga continent qui s'est mis en place au Paléozoïque. Donc je suis entre 300 millions d'années environ et 220-230 millions d'années comme échelle de temps. Et pour la petite histoire, je suis venu fêter la science avec l'Andra il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et Selma Tolba m'avait demandé quelles sont vos actualités scientifiques en termes de diffusion des connaissances en ce moment. Et il y a 2 ans, on était en train, avec les collègues ici présents et d'autres que l'on voit à l'écran, de travailler sur ce projet Sanctuary. Donc quand je lui ai parlé en fait de Sanctuary, ça a fait tilt, puisque il y a cette espèce de devoir de mémoire qui est tout à fait convergent avec l'activité de l'Andra, et de fil en aiguille, en fait, cette table ronde a pu s'organiser. Alors, en très très bref, parce qu'après on aura l'occasion de rentrer dans les détails, mais donc Sanctuary, c'est un projet qui est né il y a quelques années dans le cerveau fertile de Benoît Favelet, le producteur que vous voyez ici, et de Jean-Philippe Usan, qui est cosmologiste et que vous voyez ici. Et c'est l'idée de mettre sur la Lune une capsule temporelle qui contiendrait des informations scientifiques, artistiques, ou scientifico-artistiques ou artistico-scientifiques, parce qu'on aime bien mélanger les deux, et qui seraient des informations qu'on voudrait laisser, par exemple, à nos très lointains descendants qui pourraient la trouver sur la Lune, ou à n'importe qui d'ailleurs qui tomberait sur la Lune et qui découvrirait cette capsule. Et le parallèle à faire qui est le plus pertinent, je pense, c'est celui de la découverte, par exemple, de la grotte Chauvet, où on découvre des peintures, et en regardant ces peintures, on peut essayer d'imaginer qui étaient les gens qui ont fait ces peintures, comment ils les ont faites, pourquoi ils les ont faites, qu'est-ce qu'ils avaient envie de nous transmettre. Et donc nous, l'idée, c'était on va parler de nous maintenant pour le futur, et on va donner des images, des histoires, des trucs qui nous tiennent à cœur, des informations scientifiques, pour que des gens ou des choses ou des trucs qui trouveraient cette capsule temporelle dans un temps indéterminé, mais qui peut être très très long, fassent ce petit travail de détective. Mais pourquoi ils nous ont laissé ça? Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Ce genre de choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, évidemment, on n'est qu'une poignée d'êtres humains, donc on prétend absolument pas à raconter tout le savoir de l'humanité dans un petit cube. On appelle un CubeSat, la chose qu'on envoie sur la Lune, qu'on voulait envoyer sur la Lune, c'est vraiment tout petit. Et donc, on a très vite décidé que, ok, on assume.
c'est les choses que nous, ces êtres humains-là, ont décidé de laisser parce que ça nous tient à cœur, parce qu'on trouve ça important, parce qu'on a envie que les gens, qu'ils les trouveront, réfléchissent dessus, ou se creusent la tête, s'interrogent sur qui on pouvait être. Donc c'est un travail, en quelques mots, c'est extrêmement collaboratif. On a toujours travaillé ensemble, aussi bien sur les contenus, sur l'imaginaire qu'on voulait passer, et absolument pas exhaustif, et ça, c'est complètement assumé. Oui, pour continuer par rapport à ce que tu viens de dire, aussi quelque chose qui est vraiment important, c'est qu'on n'a pas du tout vocation à être encyclopédique dans ce qu'on a mis sur les disques. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est des choix qui ont été faits en fonction des intérêts qu'on peut avoir, des choses qui nous semblaient intéressantes, pour lesquelles on voulait laisser une trace, et il n'y a vraiment aucune notion d'exhaustivité dans l'ensemble des choses que l'on a pu mettre sur ces disques. Alors c'est d'autant plus vrai que comme on est une poignée, alors on est une poignée, vous pouvez le voir, on est très disparate dans nos sujets de recherche, et donc on représente des sujets de recherche très très différents, mais bien sûr on est loin de couvrir la totalité des savoirs humains. Donc oui, c'est des petits choix qu'on pouvait faire. Alors si on veut rentrer plus dans le détail, en termes de, j'allais dire hardware, le gros mot là, en termes d'objets, Sanctuary, c'est quoi? C'est des disques qui sont en saphir. Pourquoi le saphir? Parce que vous voyez là à l'écran. C'est des disques en saphir. Pourquoi le saphir? Parce que bon, si on le jette par terre, il va se briser en 1000 miettes, mais par contre, sinon, c'est extraordinairement solide. Donc ça ne peut pas être endommagé, ça ne peut pas être rayé. C'est très difficile à graver d'ailleurs. Il faut y aller à coup de laser, non? Ou un truc comme ça. Donc c'est quelques petits disques en saphir. On va parler ce soir surtout d'une dizaine d'entre eux qui font 9 cm de diamètre si je ne me trompe pas, comme vous pouvez les voir ici, qui contiennent Emmanuel au secours. Qui contiennent quoi? Combien de pixels? Combien de pixels? Là, vous avez la résolution, justement, des disques. Ah ben voilà, c'est là. Ouais, voilà, je l'ai mise parce que je me souviens jamais. Mais donc, sur chacun des disques qui fait environ 9 cm de diamètre, là, le disque que vous voyez en ce moment, en fait, c'est un prototype. Il fait moins que ça, il fait 5 cm. Celui-là, il existe vraiment, on l'a eu dans nos mains. Mais donc les disques finaux font 9 cm et en fait sur chaque disque, donc bon, si on prend la boîte englobante de chacun des disques, donc le carré fait 64 285 pixels de large par le même nombre de pixels en hauteur. Pour vous donner pour faire une comparaison, si vous prenez une télé actuelle, donc on va dire un écran Full HD, la résolution, donc c'est typiquement ce que vous avez aussi sur un moniteur d'ordinateur, station de travail classique que vous pouvez avoir au bureau. La résolution d'un écran de ce genre-là, c'est 1920 par 1080 pixels. Maintenant, on parle de 4K, vous voyez peut-être ça à la Fnac ou chez Darty ou autre. C'est 2 fois ça en hauteur largeur, donc on est à 3840 par 2160 pixels. Mais donc vous voyez qu'on reste très très en deçà de la capacité en pixels que l'on a ici. Donc on a vraiment, avec ces disques qui sont déjà petits à la base, cette possibilité d'afficher énormément, enfin non, pas d'afficher, mais de graver, en l'occurrence, énormément d'informations. Et donc pour finir là-dessus, si on ramène ça à la taille qu'on a, en fait chaque pixel qu'on a sur ces disques fait 1 micromètre. Faut pas que je me tourne. Il fait environ 1 micron, 1,4. Je crois, je sais plus, entre 1 et 1,6 microns chaque pixel. Tu parles des différents disques ou tu veux que je le fasse? Comme tu veux. Donc on a la base du projet, c'est une dizaine de disques. Il y en a 5 qui sont très particuliers parce que puisqu'on veut laisser la mémoire de l'humanité sur la Lune, on a décidé d'y envoyer le génome complet d'un homme et d'une femme. C'est comme si un peu on envoyait la recette de l'être humain, la recette génétique de l'être humain. Et un génome complet, c'est énormément d'informations. Donc il y a 5 disques, vous les voyez ici, qui contiennent toute l'information génétique d'un homme et d'une femme. Il y a 4 disques sur lesquels là, nous, on a beaucoup contribué, beaucoup réfléchi, qu'on a décidé d'associer aux essences platoniques qui étaient l'air, l'eau, la terre, le feu, si je ne me trompe pas. Alors on a un peu actualisé, donc nous on a dit que c'était l'espace, la matière, l'eau et la vie. Et puis la 5e essence platonique qui est la quintessence, on s'est dit que ce projet quand même, puisque ce serait une espèce d'image même très parcellaire de ce que sont les hommes aujourd'hui, on a
décidé de le transformer en projet collaboratif. Et donc, on a ouvert un site sur lequel les gens pouvaient déposer leurs selfies et donc pouvaient aller se retrouver gravés sur un disque qui va partir sur la Lune. Perso, moi, ça c'est une de mes motivations pour travailler sur ce projet. Je me suis dit, je vais lever le nez le soir. La Lune, je la regarde tout le temps parce qu'elle me fascine. Je me suis dit, je vais lever le nez et je me dirais, j'y suis. C'est quand même assez cool. Et donc, vous pouvez tous y être si vous posez votre selfie sur le 5e disque, celui de la quintessence. Oui, il y a cette espèce effectivement de transcendance, enfin de fierté en tant qu'humain, d'une part, et puis en tant que scientifique, de travailler avec des collègues que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Donc on ne pouvait pas être plus inter ou multi ou transdisciplinaire finalement dans ce projet de diffusion des connaissances. Et alors moi, je suis venu un petit peu sur le tard dans le projet pour injecter finalement de l'évolution du vivant, pour parler sur ces disques-là de l'origine en fait de la vie, de l'origine de l'homme bien sûr, puisque finalement mieux connaître ses origines, c'est aussi mieux savoir où on va. Hein, ça fonctionne de la psychologie individuelle ou la psychanalyse individuelle à finalement l'évolution des espèces. Donc je me suis vraiment régalé en fait. Ce sont des belles rencontres humaines en plus de collaboration scientifique. Le panel est très vaste puisqu'on a des designers, on a un généticien qui est aussi un artiste, on a un producteur donc, qui est co-créateur finalement du projet avec Jean-Philippe Usan qui est cosmologiste, enfin vous les avez vus tout à l'heure. Et il y a cette espèce de fascination de notre satellite naturel de la Lune, savoir qu'on a apporté une petite brique d'humanité qui sera envoyée sur la Lune, c'est quand même assez jubilatoire. Et pour la petite anecdote, j'expliquais à ma fille l'année dernière, ou il y a 2 ans, en fait, un petit peu le pitch, comme on dit, du projet. Et puis ma fille de 10 ans à l'époque, hein, il y a 2 ans, elle me dit, mais papa, quel rapport entre la Lune et ton métier? Il n'y a pas de fossiles sur la Lune. Et je lui ai dit, oui, il n'y a pas de fossiles, mais il n'y a aussi pas d'atmosphère. Et tout ce qu'on laisse sur la Lune va durer, pour nous, une éternité, c'est-à-dire des millions d'années, des dizaines, des centaines de millions d'années. Et c'est là que mon métier peut être intéressant pour justement parler de la notion de temps en géologie, en paléontologie, qui est une notion de temps finalement assez petite par rapport aux astrophysiciens. On pense à Roland Le Houcq, qui lui manipule finalement les milliards d'années, comme moi je manipule les millions d'années. Donc c'était vraiment une belle aventure. Je parle au passé parce que nous on a fait le job et maintenant on attend la fenêtre de tir, on va en reparler, pour envoyer en fait maintenant tous les disques et les données sur la Lune. Ouais, pour terminer sur ces généralités sur le projet, la Lune, c'est une parfaite archive de la Terre, donc c'est l'endroit idéal en fait pour poser quelque chose qui tient de la mémoire. D'abord, la Lune, si je ne me trompe pas, c'est un bout de la Terre qui a été éjecté, donc c'est une vraie archive de la Terre. Et puis, comme le disait Jean-Sébastien, il n'y a plus rien qui bouge. Les traces de pas des astronautes qui ont posé le pied sur la Lune, ils sont encore, il n'y a pas un grain de poussière qui a bougé parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc c'est l'archive parfaite. Et puis, elle est encore une fois, c'est la porte ouverte sur l'immensité spatiale, mais elle est quand même à portée de regard et elle est toujours là. Elle veille sur nous. Et donc c'était un projet juste parfait. C'est pour ça qu'on était tous très enthousiastes pour y participer. Donc maintenant, on peut peut-être rentrer plus dans le détail de ce qu'il y a sur les disques. Alors comme on l'a dit, il y a un nombre de pixels. Alors bon, d'abord, petit détail technique, mais tu expliqueras beaucoup mieux que moi. On grave du saphir qui est transparent et donc on peut faire juste noir ou blanc. Donc il y a un énorme travail technique et artistique pour qu'on voit des images qui nous donnent l'impression qu'on a des nuances de gris. En fait, il n'y a pas de nuances de gris, hein, c'est du noir et du blanc. Ensuite, comme on vous l'a dit, il y a une énorme quantité de pixels et du coup, si on voulait, on pourrait mettre une énorme quantité d'informations, toutes petites, et il faudrait juste que les découvreurs de la capsule temporelle aient une bonne loupe ou alors des yeux vraiment extraordinaires. Mais on s'est dit qu'il faut quand même attirer un peu l'œil. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui soit multi-échelle. C'est-à-dire que quand on l'a dans la main, donc là, on va faire un petit zoom arrière, on voit des choses, même sur un disque de quelques centimètres de diamètre. Il y a des images macroscopiques. Et puis, on zoome et on va avoir des détails de différentes échelles. Et puis aussi, on va avoir des détails qui peuvent, avec le jeu des pixels, se superposer et donc être incrustés les uns dans les autres. Alors, je ne sais pas, tu veux présenter plus en détail un des disques ou...
Oui, je pense qu'on va faire ça, mais juste pour rebondir sur ce que tu disais, un des challenges qui s'est posé à nous, c'est que, voilà, en fait, au final, on a un grand nombre de pixels, mais par contre, on ne peut les colorier, entre guillemets, qu'en noir ou blanc. Et donc ça pose énormément de contraintes sur la manière dont on va représenter l'information et comment est-ce qu'on va l'agencer à l'écran. Donc il y a effectivement cette notion d'afficher les choses de manière multi-échelle. Donc certaines choses qui vont prendre tout le disque, et puis quand on va zoomer, on va voir quelque chose d'incorporé dans une partie du disque qui n'était pas visible quand on regardait la chose à on va dire à 50 cm. Et donc jusqu'à l'échelle du micro, où on a carrément besoin d'un microscope pour aller regarder les détails. Et donc ça, alors moi, j'ai souvent à faire ça dans mon métier, réfléchir à comment est-ce qu'on va représenter l'information à l'écran. Mais là, c'était un projet qui était vraiment particulier par rapport à ça, parce que ce problème, en fait, se pose jamais dans nos recherches par ailleurs. Jamais on nous a dit, tu as un écran, il n'y a que du noir et du blanc dessus, et il va falloir que tu te débrouilles avec ces contraintes-là pour afficher ce qui t'intéresse. Parce qu'on a toujours au minimum des niveaux de gris, ou maintenant quand même très souvent de la couleur. Et donc cette contrainte très très particulière était aussi quelque chose d'intéressant dans la réalisation du projet, parce que ça nous posait des contraintes qu'on n'avait pas d'habitude. Alors par exemple, ce disque-là, c'est celui de la matière, si je ne me trompe pas. Donc les disques qui sont caractérisés par plusieurs choses qui sont communes, des éléments qui sont communs à chaque disque. Il y a un fond. Alors il faut que tu dézoomes, parce que là, il y a le planisphère qui se superpose à la Lune. Donc le fond de celui-là, c'est la surface lunaire. Je ne sais plus quelle face, c'est très grêlé. Non, c'est la nôtre, celle-là. Ça doit être la face visible. Sur chacun de ces disques, donc il y a un fond. Là, par exemple, c'est la Lune. Il y en a d'autres avec le ciel, les étoiles, le fond stellaire. Ensuite, chaque disque contient en son centre une unité du système international, parce qu'après tout, on veut donner des informations scientifiques, donc on a besoin des unités de base du système international. Chaque disque est caractérisé aussi, dans les éléments communs, il y a les êtres humains, avec différentes couches. Et comme les disques sont transparents, ils se superposent et on peut jouer à comme Anatomie 2000 quand j'étais petite. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à certains d'entre vous dans la salle, mais en gros, il y a la couche de la peau. Voilà. Là, ici, la couche des os. Donc, il y a un homme, une femme. Là, il y a la peau. Et si on superpose les disques, eh bien, on a tout le corps humain, les viscères, les nerfs, et le réseau sanguin, je crois. Là, par exemple, il y a les muscles, oui. Et puis, un autre élément commun à tous les disques. Alors, chaque disque contient aussi son polygone associé de Platon. Et puis, un élément important, vous voulez parler du langage. Et donc, sur le pourtour de chaque disque, on a gravé la Déclaration des droits de l'homme en plusieurs langues. Il y a 4 langues par disque. Voilà, là, vous en voyez quelques-unes. Tu l'as pas, là ? Voilà, là, vous les voyez. Et comme on a plein de pixels et qu'on peut zoomer vraiment très, très fort, eh ben, on a tout un tas de... on a différentes langues. Donc, je ne sais pas si j'en oublie, mais ça, c'est les éléments communs au disque. Et maintenant, on peut essayer de voir des détails où tu pars sur l'espace, et puis je reprendrai la matière après, si tu veux, ou la vie. Oui, juste... en fait, le défi, ça a été ça. C'était... parce qu'on aurait très bien pu se contenter, finalement, d'envoyer l'équivalent de Wiki sur la Lune, et puis basta. Et en fait, non. On s'est dit, des disques, c'est visuel. Donc déjà, dans un premier temps, premier défi, comment représenter des données scientifiques sous forme graphique, dans un espace limité, en sachant que nous, chercheurs, on est plutôt formatés à publier donc des articles scientifiques, ce qu'on appelle des productions scientifiques, qui sont très normées en fonction de longues instructions aux auteurs, en fonction de différents journaux scientifiques spécialisés, souvent anglais. Donc nos figures pour illustrer en fait nos résultats scientifiques sont très différentes finalement de cet exercice, qui est un exercice entre science et art. Et le deuxième défi, après le défi graphique posé, ça a été que choisir, quelle information scientifique choisir, en sachant que la science, c'est un ensemble de disciplines qui tentent de comprendre le réel, qui elles-mêmes évoluent.
hein. Ce qui est démontré aujourd'hui peut être infirmé ou confirmé. En fait, demain, c'est l'essence même, si je puis dire, de la science avec la méthode hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on pose des hypothèses de travail que l'on va vérifier avec la méthode scientifique d'expérimentation, un petit peu comme moi je fais par exemple sur le terrain. On fait des hypothèses de relations de parenté et puis ensuite on va sur le terrain, en France ou ailleurs, hein, pour trouver des fossiles qui vont nous permettre d'éclairer ou non en fait ses propres relations de parenté. Donc tout ça est en construction et ça a été du coup un défi de choisir, puisque comme on le dit, choisir c'est renoncer. Et j'ai bien aimé la phrase de Jean-Philippe Uzan qui disait « Nous n'avons pas la prétention d'exposer sur la Lune toutes les données de l'humanité, mais nous avons essayé de le faire avec humanité. » Et c'est une très belle phrase de Jean-Philippe, qui est donc co-créateur aussi du projet, parce que c'est un petit peu l'exercice, c'est de mélanger art et science et d'injecter aussi, parce que l'humain, alors il réfléchit sur son passé, sur son présent, sur son futur, il se pose des questions scientifiques, métaphysiques et autres. Et puis, c'est une espèce animale, primate, qui aime aussi jouer. Donc, on a mis des jeux d'échecs. On a glissé un peu d'humour dans certaines données scientifiques. Par exemple, dans l'arbre phylogénétique du vivant que j'ai injecté dans le disque du génome, on a mis un petit dinosaure sous forme de toons, enfin sous forme de caricature des dinosaures que les enfants connaissent bien. Donc voilà, il y a cette humanité qui, j'espère, transparaître et continuera en fait à transparaître dans ce... Donc voilà. Oui, ça c'est un élément commun que j'ai oublié. On a mis des jeux, il y a un jeu par disque, mais on a mis aussi des partitions musicales, on a mis de la musique sous différentes formes. On a mis par exemple les langues qu'on a représentées en fonction par des carrés dont la surface est proportionnelle au nombre de gens qui parlent cette langue. Et on a mis toutes les langues possibles, je ne sais pas si tu en vois là. Et pour illustrer les langues en question, on a essayé de trouver des berceuses dans les différentes langues. Parce que ça, c'est la relation des parents aux enfants, c'est très humain. Oui, donc là, on a un exemple, par exemple, donc j'imagine qu'on dit bengalais en français. Donc là, vous avez le nombre de locuteurs qui est inscrit pour chaque langue, et puis en dessous, vous avez un extrait effectivement d'une berceuse qui a été écrite dans cette langue. Et donc, si on dézoome, alors bon, ça va pas forcément se voir très très bien parce qu'il y a énormément de choses sur le disque, mais donc voilà, là, on a à peu près une représentation de la structure complète où on a les principales langues parlées sur Terre, et donc elles sont toutes dans des carrés, et la taille du carré en fait est proportionnelle au nombre de locuteurs de cette langue actuellement. Et donc le plus gros carré là, c'est le mandarin a priori. Alors je vous avoue que je sais plus le retrouver, c'est peut-être celui-là, je sais plus. Bon, je vais pas m'amuser à zoomer pendant 2 heures. Non, là c'est l'espagnol, mais bon, c'est une langue qui est effectivement très parlée, donc. Bon, écoutez, je sais plus où il est, mais enfin voilà, vous avez les différentes langues, hein, anglais, français. L'Inuktitut, qui est la langue des Inuits aussi. Et d'ailleurs, la déclaration des droits de l'homme est aussi en Inuktitut sur le pourtour d'un des disques. Et alors là, on parle très très sérieusement, mais en fait, on a voulu que ce projet soit aussi ludique, et ludique aussi, pas seulement pour les gens qui vont le découvrir dans très longtemps, mais pour tous les gens qui pourraient tomber sur ces images, à qui on pourrait les présenter. Et comme il y a différentes échelles, eh ben, on peut s'amuser à chercher dedans. Alors nous, comme on a fini notre travail de créer des histoires pour ces disques depuis quelques années, depuis 2 ans, le problème c'est que maintenant, nous, on se retrouve exactement dans la position des gens qui découvrent ces disques parce qu'on ne les trouve plus, nos histoires dessus, surtout les toutes petites. Donc là, on a fait un peu d'archéologie dans les disques en saphir pour essayer de retrouver nos petites histoires. Alors, donc vous l'avez bien compris, en fait, c'est vraiment un jus de cervelle soigneusement distillé, puisqu'on s'est quand même bien pris la tête à mettre des proportions, des airs, des surfaces en fonction des langues, en mettant des jeux. Et il y a aussi la recette de lecture de chaque disque qui est implémentée sur chaque disque. Sinon, on a fait ça pour se faire plaisir et puis point barre, quoi. Donc, il y a ce mélange vraiment... agréable entre science et art, entre humour et science. Et alors voilà, ça c'est l'arbre phylogénétique du vivant.
qui m'a semblé, moi, en tant que paléontologue et donc spécialiste des sciences de l'évolution, indispensable quand on parle de sciences de l'évolution, justement, et d'origine, puisque savoir d'où on vient, encore une fois, c'est important, parce que ça peut aider à voir, en tout cas, un petit peu mieux où on va. Et donc, j'ai parlé de ce qu'on appelle la phylogénie des espèces, c'est-à-dire l'étude des relations de parenté, avec un résultat qui est dans mon dos, donc c'est l'arbre de la vie, en montrant vraiment l'arborescence un petit peu complexe, en haut à gauche, l'arborescence de l'évolution des espèces, et qui sous-entend finalement une vision beaucoup plus moderne de l'évolution. Autrefois, on pensait que l'évolution était quelque chose de très linéaire, très graduel, qu'on avait des bactéries il y a plusieurs milliards d'années qui se sont transformées, etc., pour mener à l'homme. C'était la vision très anthropocentrique finalement de l'évolution des espèces. Aujourd'hui, au lieu de se poser la question qui descend de qui, parce que c'est pas parce que vous trouvez un fossile dans une couche ancienne que cette espèce-là est forcément l'ancêtre d'une espèce actuelle. Donc aujourd'hui, on met de côté ce paradigme de conception de l'évolution des espèces et on se pose vraiment la question qui est le plus proche de qui. Et ça change tout, parce qu'on a maintenant une vision de type buissonnante de l'évolution des espèces. Mais en plus, il faudrait rajouter aussi ce qu'on appelle des transferts de gènes horizontaux, c'est-à-dire que vous, dans votre patrimoine génétique, vous avez aussi des gènes de certaines bactéries, vous avez certains gènes de néandertaliens, hein, vous comme nous, hein, et donc tout ça bouge. Si vous voulez, la constance dans l'évolution, c'est la variation. Hein, vos enfants ne sont pas tout à fait identiques à vous, hein, ce ne sont pas des simples clones, il y a des variations de forme qui sont retenues ou non par la sélection naturelle de Darwin, et tout ça est exprimé sous forme d'un arbre phylogénétique, où on retrouve en fait les principales espèces actuelles, mais aussi quelques espèces fossiles qui sont représentées par ce petit dinosaure sympathique en haut à gauche, que l'on a injecté en fait dans cette phylogénie. Et puis si on suit un petit peu l'arborescence, on a un zoom aussi sur notre histoire à nous, notre phylogénie à nous, c'est-à-dire nous en tant que primates, quelle est notre position par rapport à nos cousins orang-outans ou plutôt bonobos ou chimpanzés. Donc on a essayé de représenter tout ça. Alors au début, il était question de mettre ça plutôt dans le disque de vie, de la vie, et puis finalement on l'a mis dans le disque génome en miroir un petit peu de l'utilisation aussi de données génétiques pour expliquer l'évolution, parce que les gènes nous aident beaucoup à comprendre en fait ces relations de parenté, tout comme nos squelettes. Moi, je travaille plutôt sur des squelettes. En tant que paléontologue, on n'a souvent que des restes les plus indurés du corps qui se trouvent à l'état fossile. Alors, si vous êtes un lamellibranche ou un coquillage, ça va être plutôt votre coquille qui va rester dans les couches sédimentaires. Si vous êtes un arbre, ça va être plutôt votre tronc silicifié qui va être retrouvé à l'état fossile. Si vous êtes un vertébré, ça va être plutôt votre squelette, voire même vos dents qui sont finalement les parties les plus indurées de votre organisme. Donc on a des systèmes, on a une méthode scientifique que l'on peut vérifier pour tisser ces relations de parenté. Ça s'appelle la cladistique. Donc on fait des grands tableaux avec les espèces d'un côté, et puis en vertical ou en horizontal, peu importe le sens finalement, des caractères morphologiques ou des gènes. Et ensuite on envoie ces matrices, on appelle ça des matrices, c'est-à-dire des bases de données finalement, dans des logiciels de parcimonie qui vont calculer les cousinades, les relations de parenté en fonction du nombre minimum de caractères dérivés partagés. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais tout ça est explicité en fait sur les disques, et ça a été très, formateur aussi pour moi de travailler sur ce projet, parce que du coup j'ai dû mettre à jour toutes les données sur la phylogénie des espèces. Et pour finir en fait sur l'anecdote, l'arbre de l'évolution des primates a été vérifié par un collègue paléanthropologue pour bien être sûr que, par exemple, certaines espèces d'Australopithèques sont bien cousines d'autres espèces du genre Homo, etc. Donc on a essayé, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme, mais
c'était donc il y a 2 ans, de valider finalement chaque donnée scientifique par, alors nous-mêmes quand on pouvait, hein, parce que entre un cosmologiste, un astrophysicien, un paléontologue, une physicienne des particules, on brasse quand même déjà pas mal de données scientifiques, mais pour chaque micro-ensemble, on a essayé vraiment de valider ce qu'on allait envoyer en fait dans l'espace finalement. Alors, je voudrais rapidement rebondir sur ce que tu disais, Jean-Sébastien, parce que donc là, un aspect qui est important, c'est que dans les disques, on met des clés de lecture. C'est-à-dire que c'est pas. Alors, il y a certaines choses, comme disait Nathalie, qui sont plus sous la forme d'énigmes. Hein, on n'essaye pas de tout expliciter, mais il y a aussi des choses, notamment pour décoder le génome, où on donne les clés de lecture pour que n'importe qui trouvera ça dans des dizaines ou centaines de millions d'années puisse effectivement en faire quelque chose. Parce que sinon, quand vous regardez... attendez, si je montre, là par exemple celui-là, vous tombez là-dessus, à part du bruit, vous n'êtes pas sûr de voir grand-chose quand même. Donc on a cette idée de donner des clés, tout comme les disques qui étaient sur les sondes... C'était quoi, sur les sondes Pioneer, qui avaient les disques dorés, là je ne sais plus si c'est Pioneer ou Voyager. Bon, enfin, dans les trucs qui ont été lancés dans les années 70, où pour décoder ce qui était sur des disques vinyles en or à l'époque, il me semble, il y avait un minimum d'instructions, Voyager, qui permettrait à n'importe quelle intelligence qui trouverait ces disques de décoder l'information qui est dessus. Donc là, on a la même chose, notamment pour le génome, mais pas que. Une partie des représentations sur lesquelles on a travaillé, en fait, on a eu beaucoup de débats quand on a commencé à travailler sur ce projet, notamment. On s'est demandé au départ, vu qu'on veut faire ça à destination d'intelligence humaine ou autre qui trouverait ça dans très très longtemps, en fait, on ne sait pas ce qui sera arrivé aux langues que l'on parle aujourd'hui. Que ce soit l'anglais, le français ou le chinois ou l'arabe. En fait, on n'a aucune garantie que dans des dizaines de milliers d'années, il y aura toujours des gens qui comprendront ces langues. Donc au départ, on était parti vraiment sur l'idée de représenter les choses de manière à s'affranchir de tout langage parlé. Alors finalement, on ne l'a pas fait, parce que ça nous contraignait vraiment trop. Mais il y avait quand même l'idée qu'un certain nombre de choses que l'on mettrait sur le disque seraient aussi universelles que possible. Et donc n'utiliserait aucun texte dans aucune langue parlée sur la Terre mais malgré tout en essayant que l'information soit effectivement compréhensible. Et donc là, on a un exemple de ça. C'est une visualisation de données en rapport avec l'espace sur laquelle j'ai travaillé et où vraiment je me suis fixé comme contrainte qu'il n'y ait absolument aucun texte, quoi qu'il soit, mais que malgré tout l'information puisse être comprise. Et alors là, je veux vous proposer un petit jeu. Je vais vous demander de deviner ce qu'est cette visualisation, qu'est-ce qu'elle représente. On va y aller étape par étape. Je vais vous donner un premier indice qui est que cette visualisation, elle est sur le disque dont le thème est l'espace. Voilà. Non, mais c'était la bonne réponse. C'est effectivement le système solaire. C'est ça. Alors je pose la question en cours des fois, donc tu étais peut-être à un de mes cours, je ne sais pas si tu as déjà la réponse, mais effectivement, ce que l'on voit principalement sur cette représentation, c'est le système solaire. Donc, alors est-ce que vous voyez ma flèche là quand je bouge? Ouais. Donc là, les grosses boules, les gros disques gris que vous voyez, c'est les planètes du système solaire. Donc on a la Terre ici. On a Vénus, Mercure, et puis si on va dans l'autre sens, on a Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et on a même Pluton. On doit avoir Cérès qui traîne quelque part ici. Et puis donc un tout petit bout du Soleil qui est trop gros pour être montré ici. Donc on a effectivement les planètes. Alors on va y aller encore un peu de manière incrémentale, on va dire. Donc qu'est-ce que les petits points et les traits là qu'on a au-dessus? À votre avis, qu'est-ce que ça représente, ça? C'est ça. Effectivement, ce sont toutes les lunes, les lunes principales, pardon. Donc typiquement pour Jupiter, j'ai mis que les 4 principales, hein, c'est les lunes galiléennes. Donc on a Io, Europe, Ganymède et Callisto dans l'ordre normalement. Et puis donc vous avez la même chose pour les lunes principales de Saturne, Uranus et Neptune. Et les traits, dans la même logique. Ouais, c'est ça. Et donc là,
pour certains, vous savez peut-être pas, mais en fait, toutes les planètes joviennes, enfin gazeuses, ont des anneaux. Il n'y a pas que Saturne. Alors Saturne, ils sont très visibles, hein, on les voit au télescope. Si on sort dans la rue, qu'on prend une petite lunette, on voit très très bien les anneaux de Saturne. C'est beaucoup moins le cas pour les autres, enfin, c'est même pas du tout le cas, mais Jupiter, tout comme Uranus et Neptune, ont aussi un système d'anneaux. Voilà, bon, c'est bien. Je suis impressionné par les réponses, bravo. Et donc, on va aller un peu plus loin. Alors, ça va devenir un peu plus dur maintenant, là. Donc, vous voyez qu'il y a une espèce d'ensemble de lignes noires, là, qui, on va dire, partent toutes de la Terre. Ça ressemble un peu à des lignes de métro. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est que ces lignes ? Lâchez-vous, là, vous êtes dans la peau de l'explorateur qui vient de tomber sur un des disques et qui se demande ce que c'est que ce truc. Alors, à votre avis ? Allez-y, on prend toutes les hypothèses. Ouais. On en regravera un, même s'il faut. Non, je rigole. Alors, je vais donner un petit indice quand même pour vous aider. C'est que quand même, ce qu'on met sur ces disques, ça parle beaucoup de l'humanité, de ce qu'on a réussi à faire, on va dire. Parlez plus fort. Ouais, ou alors on y va, je sais pas. Les sondes, par exemple, qui ont été envoyées... Oui, c'est ça. Vous êtes très très fort à 3, je suis impressionné. Donc effectivement, c'est ça. C'est les chemins qui ont été pris par l'ensemble des missions spatiales réussies. Hein, j'ai pas mis les missions qui n'ont pas réussi, parce que ça faisait trop. On n'aurait plus vu grand-chose. Mais donc c'est l'ensemble des chemins pris par les missions spatiales pour aller voir les autres planètes. Et donc on essaye de donner un certain nombre d'informations par le biais de cette représentation. Et donc vous voyez ce qui est parti par exemple sur Vénus, vous voyez ce qui est parti sur Mars, là ce qu'on a en haut c'est sur la Lune, hein, parce que donc ça là on voit c'est la Lune par rapport à la Terre, on a mis les satellites en vertical alignés avec les planètes. Mais donc vous avez un peu plus d'informations que ça, parce que typiquement, les missions Voyager qui sont parties en 72, je crois, en fait, elles ont utilisé l'assistance gravitationnelle de Vénus. Donc elles sont allées vers l'intérieur du système solaire pour accélérer et ensuite repartir vers l'extérieur du système solaire et aller voir Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune pour l'une des deux Voyager, l'autre étant partie directement. Mais donc voilà, par le biais du suivi de ces liens-là, donc en suivant les différentes courbes, un peu comme quand on lirait une carte de métro, on peut extraire comme ça les différents chemins possibles pour aller explorer le système solaire que l'on a utilisé jusqu'à maintenant. Et donc on voit à la fois les sondes qui se sont mises en orbite et les sondes qui ont carrément atterri, notamment sur... Enfin, donc là, ce pas des sondes. Mais enfin, les différentes missions aussi où il y avait des atterrisseurs qui sont allés, par exemple, sur Mars. Mais enfin, sur Vénus, on a aussi eu des atterrisseurs. Il y a eu un Russe, notamment. Et pareil sur la Lune. Alors, je reviendrai juste dans une minute sur comment est-ce qu'on a encodé cette information en particulier. Mais donc, vous voyez qu'on fournit cette information par le biais d'une représentation qui est purement visuelle. Alors, bien entendu, quand on trouve un disque comme ça ne va pas être immédiat. On ne se dit pas tout de suite « Ah, c'est le système solaire ». Enfin, bon, il y a une personne dans la salle qui en était capable très rapidement. Mais bon, malgré tout, en réfléchissant un petit peu, quelqu'un qui découvrirait ces disques et qui voudrait les analyser aurait tout de suite, enfin, pas tout de suite, mais donc un petit peu de travail, finirait par se rendre compte qu'il s'agit effectivement du système solaire. Il faut bien voir qu'on respecte un certain nombre de données par rapport au système solaire. Par exemple, là, on utilise une échelle logarithmique pour positionner les planètes, aussi bien en horizontale, donc leur distance au Soleil, que la distance de leurs anneaux par rapport à la planète, la distance des satellites, en utilisant le semi-axe majeur de leur orbite. Voilà, je ne trouvais plus le mot, merci. Et donc, toutes ces informations, vraiment, sont précises. Et donc, avec un peu de travail, on arrive à reconstruire facilement les choses. Bon, alors, je ne veux pas passer trop de temps dessus, mais donc, je voudrais quand même finir avec autre chose, qui est tout ce que vous voyez en bas. Alors, ce n'est pas forcément très visible. J'aurais bien aimé zoomer un peu là-dessus. Attendez, je vais essayer de le faire autrement. Attendez, je l'ai là, en fait, comme ça. C'est pas mal, ça. Si je prends ce zoom. Donc là, en fait, vous avez l'image et puis j'ai fait des grossissements en statique. Donc vous voyez qu'en fait, on a un ensemble de lignes là, qui sont en dessous de cette visualisation principale. Et sur chacune de ces lignes, en fait, on a des petits traits, comme ça.
Alors déjà, bon, allez, on essaye quand même. Je ne sais pas si vous allez trouver, parce que ça c'est quand même assez difficile. Est-ce que vous avez une idée de ce que ces différents petits traits là sur les différentes lignes pourraient représenter? Donc on est toujours sur le même thème de l'exploration spatiale. Hein. On parle que de ça dans cette visualisation. Ah ouais, mais c'est pas facile. Attendez. Ouais, mais sur les disques, c'est pas très visible. Attendez, je le mets comme ça. Là, voilà, on n'en voit qu'un petit bout, mais bon, ça vous donne quand même une idée. Alors là, peut-être que ce qui est sur le côté, ça peut vous aider éventuellement, mais bon, c'est pas. Là, comme ça, en découvrant les disques, c'est pas forcément évident. Donc ça parle de ces missions. Hein. Non, pas d'idée? Alors en fait, c'est leur date de lancement. C'est la date à laquelle elles ont été lancées. Et donc là, sur la première ligne, en fait, on reprend la forme de la trajectoire pour aller sur la Lune. Ça, c'est celle du Soleil. Ça, c'est celle pour aller sur Vénus. Là, c'est pour aller sur Mars, et ainsi de suite. Donc après, on a la date de lancement de chacune de ces missions. Donc on voit qu'on a envoyé beaucoup de choses sur la Lune. Et puis bon, après, pour les différentes autres planètes, on a forcément beaucoup moins de missions, sachant que Mars, quand même, reste malgré tout assez peuplé. Alors là, vous allez me dire, mais enfin, on ne voit pas de date, là, il n'y a pas du tout l'année 1972 ou quoi que ce soit. Ben, en fait, si, là, il y a tout ce qu'il faut dans cette visualisation, sans aucun texte, pour reconstruire le moment précis où la sonde a été lancée de la Terre pour arriver jusqu'à l'endroit où elle devait aller. Et la manière dont on fait ça, c'est qu'on a conçu, attendez, je vais essayer de le remettre en plein écran, on a conçu une manière de représenter les dates indépendamment de tout calendrier. Donc il n'y a pas d'histoire de calendrier grégorien ou autre, parce que ça c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui est propre à notre culture aujourd'hui. Dans 10, 20 000 ou plus années, on ne sait pas du tout si ce sera toujours le cas. Mais donc on représente les dates de manière absolue par la configuration relative des planètes autour du Soleil. Donc en représentant chaque planète autour du Soleil, donc sachant qu'il y a quand même une quantité de combinaisons de positions qui est extrêmement grande, toute personne qui serait capable de calculer les trajectoires des planètes, on est capable de le faire, nous, ça, de faire des simulations de où serait la planète à telle date, pourra reconstruire le moment dans le temps où on avait cette configuration particulière et donc en déduire la date. Et donc, en indiquant la date de la première mission qui date de 1959, c'était Luna 2 qui est partie sur la Lune, c'était une mission russe. Et en faisant la même chose vers la fin là, de mon axe temporel sur la droite, hein, alors à l'époque où on a gravé les disques, ça devait être une mission sur Mars, c'est InSight, je pense, celle-là, ou Mars Express. C'est une des deux. Après, il y en a quelques autres qu'on a rajoutées. Donc en ayant ces deux moments clés, en fait, après j'ai juste à faire une interpolation entre ces deux dates, précise, et puis n'importe quelle position que j'ai sur ma ligne temporelle, je sais exactement quand est-ce que ça se produisait. Hein. C'est juste une règle de 3 en gros. Donc voilà, on a par ce biais aussi cette information. Je te laisse là prendre la suite. Ou alors il faut que tu montres 2-3 images. Je sais pas ce que je vais donner. Prends-en une au pif dans le disque matière. Donc moi, je suis physicienne des particules et j'ai beaucoup de potes comme Roland Lehoucq qui travaillent en astrophysique et eux, ils ont toujours des super images à montrer. Il y a des galaxies, tout ça, machin, c'est trop beau. Et moi, comme je suis dans l'infiniment petit, j'ai jamais rien à montrer. Et donc pour moi, le challenge, quand on a commencé à réfléchir à mettre en image des résultats de physique des particules, je me suis dit, oh là 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 là, l'infiniment petit, ça va pas être de la tarte. Alors là, en l'occurrence, c'est une illustration qui est le contraire de ce que je viens de dire, mais qui est marrant quand même. Ça, c'est dans le disque espace. Je crois qu'il est dans le disque espace. J'ai voulu parler de la lumière, des longueurs d'onde de la lumière. Alors, les longueurs d'onde de la lumière, elles existent à toutes les échelles. Et sauf que, évidemment, quand on en parle, nous, êtres humains, on pense au visible et donc on pense à couleur. Que ce soit, et généralement, quand on fait une visualisation de la lumière, que ce soit dans les rayons X, en ondes radio, en n'importe quoi, donc c'est des longueurs d'onde de lumière, on les remet en couleur visible pour que nous, avec nos yeux, on puisse interpréter l'image qu'on regarde. Et là, ça fait du noir et blanc. Donc on a décidé de les mettre quand même, les différentes observations du plan galactique dans les différentes longueurs d'onde, pour parler de notre observation de l'univers.
Donc ça, c'était assez intéressant de se dire, est-ce qu'on va pouvoir quand même donner un peu d'informations sur la lumière avec des couleurs qu'on ne pourra pas voir. Mais tout y est, il y a l'explication des longueurs d'onde, l'explication des différents spectres. Donc on doit pouvoir remonter à l'information. Si tu changes, Manu. Alors après, donc, moi je me suis dit, bon, j'ai travaillé dans l'infiniment petit, donc je vais commencer par parler de la matière. La matière, c'est fait d'atomes. Là, vous voyez des images qui sont extraordinairement petites en fait sur le disque. Si vous vous rappelez, le disque matière, il y a un dessin d'atomes à l'ancienne, à la papa, avec des trajectoires. On sait maintenant que c'est pas ça, mais bon, c'est une représentation comme une autre. Et en fait, dans les trajectoires vous voyez des espèces de petites taches là. Et ben, c'est toutes ces histoires sur la physique de l'infiniment petit, en particulier les atomes qui sont par là. Alors ça, je l'ai piqué à Feynman parce que j'adore. Non, c'est pas ça qui est Feynman, c'est plus loin sur le. Voilà, c'est ça. Et Feynman explique que tout est fait d'atomes, d'un nombre d'atomes très restreint, et en particulier toute la matière dans tous ses états, qu'elle soit liquide, gaz, solide, et même des choses beaucoup plus poétiques, comme par exemple les odeurs. Les odeurs, c'est aussi des molécules et c'est aussi fait d'atomes. Et là, il y a l'odeur de la violette, si je ne me trompe pas. Donc, le designer a inséré dans la représentation classique qu'on se fait d'un atome les histoires de l'infiniment petit. Alors après, là, on a beaucoup parlé, donc on va peut-être passer la parole aux gens. Mais donc, c'était pour vous dire que on a pas mal travaillé à essayer de raconter des histoires, y compris, j'ai mis dedans des choses qui sont extraordinairement poussées scientifiquement, mais on s'est dit, après tout, si les gens qui trouvent ces disques, on leur donne beaucoup d'informations, est-ce qu'ils vont pouvoir, on leur donne les moyens de comprendre, et puis après, ils feront peut-être la démarche scientifique d'essayer d'en tirer les informations qu'on a essayé d'y mettre. Après, comme on disait tout à l'heure, on a aussi essayé de jouer, donc on a mis des blagues. Oui, il y en a plein d'ailleurs. On a mis du jeu, de la musique, des petites images, des dessins. On a demandé à des enfants de nous dessiner leur vaisseau spatial rêvé. S'ils devaient, eux, aller sur la Lune, avec quoi ils partiraient. Et ça, c'est des petits dessins qu'on a inclus sur les différents disques. Moi, je trouve que ça fait très très longtemps qu'on parle. Donc, on va peut-être s'arrêter là, nous, pour la parlotte, et puis vous laisser la parole. De mon côté, j'avais une question. Alors, vous avez été extrêmement clair sur le fait que, évidemment, vous n'aviez pas la volonté d'être exhaustif. De toute façon, ça n'aurait pas été possible. On imagine que, par contre, il y a eu beaucoup de débats entre vous pour décider, de fait, quel choix ou quel renoncement vous alliez faire. Et du coup, j'avais une question très simple. Comme vous communiquez quand même depuis déjà quelques temps sur le projet, est-ce que, au contact du public, vous avez, soit à titre personnel, soit à titre collectif, eu quelques regrets, au final, d'informations sur lesquelles vous aviez débattu et que vous aviez décidé de ne pas retenir, et qui, voilà, après, on sait qu'on est meilleur aussi dans l'échange et que c'est toujours intéressant. Après ces échanges ou autres, est-ce que vous vous dites, ça, effectivement, on est peut-être passé à côté. Vous êtes dans la vie active, vous avez un certain âge, en échangeant avec des enfants, par exemple, ou avec des gens de toute autre génération. Est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues comme soit un regret, soit comme, pas un regret, mais en tout cas, de vous dire, voilà, on est passé à côté. C'est aussi un point très compliqué pour nous, quand on travaille sur la mémoire, que d'être certain de faire les bons choix ou les bons renoncements. Alors, juste pour la petite histoire, au début, on avait peur de manquer de place parce qu'on avait plein d'idées. Après, on s'est rendu compte qu'on avait tellement de pixels qu'en fait, on n'arriverait jamais à les remplir. Et finalement, il y a un autre facteur, c'est le facteur temps. Ça demande au designer, Mario, un temps considérable parce que, encore une fois, les informations sont entremêlées. Je veux dire, chaque pixel, c'est un pixel, il n'y a pas plusieurs couches de pixels, et donc il faut faire en sorte que chaque image entremêlée aux différentes échelles soit quand même lisible et accessible. Et donc, en fait, les regrets qu'on a, c'est pas tellement après les discussions avec les gens, parce qu'on ne les a pas présentés de façon extensive tant que ça, ces disques, mais c'est des regrets qu'on a tous, parce qu'on avait brainstormé, et à un moment, justement, on se disait, non, d'une pipe, il nous faut du mouvement, et je sais jamais comment ça s'appelle. Vous savez, ces machins trucs avec des bandes blanches et des bandes noires, et on fait bouger un calque par rapport à l'autre, et on voit un cheval courir. Et ben, comme nos disques sont transparents, à un moment, on s'était dit, youpi, on va faire ça sur 2 disques, et comme ça, on recréera le mouvement.
Donc on avait plein d'idées comme ça, de graver de la musique. On a eu des tonnes d'idées. Donc les regrets qu'on a, c'est finalement on n'a pas eu le temps. On a plutôt manqué de temps que manqué d'idées. Ouais, je mettais juste en parallèle une illustration de contenu, on va dire, moins scientifique. Vous parliez d'enfants tout à l'heure notamment. Eh ben, il y a, alors ça c'est sur le disque 1 du génome femme. On a un certain nombre, alors bon, là, je ne vais pas tous les montrer, hein, mais vous voyez que à différentes échelles, intégrées dans le code, dans le génome, on a un certain nombre de dessins. En fait, ils ont été collectés un peu partout, hein, je crois. Alors il y a des dessins qui ont été pris en France, d'autres en Afrique du Sud. Ah, peut-être. Ah, c'est que ceux-là. Ok. D'accord. Enfin, donc voilà, on a un certain nombre de dessins d'enfants. Il y a eu un appel par rapport à ça qui ont été intégrés dans les disques aussi. Donc on a les selfies. On a aussi du contenu participatif sous cette forme-là. Moi, rétrospectivement, c'est une très bonne question. Effectivement, j'ai pas de regrets, j'ai pas de frustration sur « Ah, zut, je voulais dire ça, et puis finalement, on n'a pas eu le temps ou on n'a pas eu la place ». Ce que je retiens, en fait, c'est vraiment cet échange entre scientifiques. On a tendance à travailler dans nos labos, sur notre propre programme de recherche, avec nos collègues proches de notre discipline commune, etc. Et là, pour moi, en tout cas, c'était la première fois que je brassais aussi large en termes de discipline. Et ce que j'ai aimé, c'est justement les interactions avec les collègues, parce que le regard extérieur du non-spécialiste scientifique peut être super important et générer des bonnes idées. Je pense à Jean-Philippe, par exemple, qui m'a dit « Bon, la phylogénie, c'est bien, ok, c'est ton métier, tu auras l'arbre de la vie, c'est bien, on en a parlé, on est tous... » Parce que chaque idée était en gros soumise, entre guillemets, au reste des collègues, de manière à avoir quelque chose aussi d'uniforme, d'homogène. Et il m'a dit, mais il va falloir quand même, on ne peut pas zapper les différentes hypothèses sur l'origine, en fait, du vivant. Donc, et là, il avait tapé vraiment juste. Et du coup, en fait, dans le disque, il y a les quelques hypothèses scientifiques actuelles sur l'origine de la vie, sous forme d'apparition de molécules organiques d'acides aminés dans les niveaux hydrothermaux, au niveau des rifts médio-océaniques, et puis bien sûr la panspermie, c'est cette hypothèse qui explique que des météorites, il y a plusieurs milliards d'années, auraient apporté en fait dans leur cœur des acides aminés sur la Terre, et tout ça se serait développé. Donc, et du coup, j'ai fait ça sous forme de petits croquis, et puis ça a été intégré. Enfin, je ne sais pas si tu n'es pas obligé non plus de le mettre à l'écran, mais voilà, c'est pour finalement répondre à votre question, où il y a plus eu d'échanges vraiment intéressants que de frustration ou de regret. Je pense que, enfin, peut-être qu'en cherchant, non, mais j'ai pas eu de regret sur l'absence de données. En ce qui concerne les sciences de l'évolution, je cherche encore, hein, mais... Alors, les religions, en tout cas, les différentes cosmogonies, c'est-à-dire interprétations des mondes, sont exprimées. Je crois que c'est l'artiste qui s'en est occupé dans la représentation de certains biotopes. Il a repris un petit peu des idées, mais en tant que scientifique, on a acté, on a plutôt travaillé d'une manière agnostique, c'est-à-dire qu'on a mis de côté les croyances, qui sont aussi des questions humaines, hein, puisque le pourquoi, c'est plutôt une affaire de croyance et de recherche de sens. Nous, en tant que scientifiques, on est là plutôt pour expliquer le comment. Hein, donc, c'est ce qu'on a voulu représenter sur les disques. Alors, jeune homme, tu avais une question ? Ah, sur à quel endroit, en fait, on va déposer les disques ? Alors, en théorie, si on était parti comme on l'avait prévu en 2020, mais bon, 2020, on sait que c'est un peu spécial.
on part pas comme il était prévu au départ. Ça devait être à Taurus Littrow, qui est le site de alunissage de la dernière mission Apollo de Gene Cernan et j'ai oublié le nom de l'autre astronome. Ouais, bon, voilà. Donc on va atterrir. Enfin, l'idée était d'atterrir là, donc à côté du site de cette dernière mission Apollo de 1972, je crois. C'est ça. Voilà, donc en théorie, ça devait avoir lieu ici. Alors moi j'aime beaucoup en fait ce que vous avez fait parce que je trouve que c'est un petit objet mais c'est lui-même un objet d'exploration puisqu'en fait il y a l'infiniment petit, il y a l'infiniment grand aussi, enfin on peut s'y promener, je trouve que c'est vraiment extraordinaire, ça montre vraiment, enfin on peut vraiment s'y promener, quoi, s'y balader. Donc je trouve ça vraiment très chouette. Je pense que avec les petits clins d'œil, les jeux, etc., ils vont comprendre que le rire est le propre de l'homme, que vous avez envie de jouer avec la personne qui va trouver ça. Je trouve ça vraiment très sympa aussi. Et en fait, ma question reprenait la question qui vient d'être posée, c'était est-ce qu'il y avait des croyances, enfin des allusions aux croyances, aux religions, etc. Enfin voilà, c'était ça ma question. Et sinon, je voulais vous dire aussi que d'avoir choisi la vague de Kusai avec c'est fractal, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment très, très sympa aussi. Et donc, sur le peu que j'ai vu, moi, je suis d'accord avec vos choix. Voilà. Merci. Alors moi, sur l'aspect religion, croyance et tout ça, la seule chose que je pourrais ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit, c'est que c'est quelque chose dont on a beaucoup débattu. Et on n'était pas forcément tous d'accord, je pense, sur le sujet. Mais enfin, globalement, quand même, le consensus qui en est sorti, c'est que c'était pas quelque chose qu'on voulait spécialement mettre en avant sur les disques. Et puis, il y avait un risque aussi, c'est que... Alors, autant on est chacun spécialiste dans un domaine, et donc on pouvait se permettre éventuellement de faire des choix en annonçant, c'est des choix, voilà... Autant quand on a commencé à parler de religion, on était à ce moment-là, on a discuté pas mal avec une anthropologue qui connaît plus que nous, qui tout d'un coup nous a dit « Ah mais vous parlez pas des fantômes de la région machin chose au Japon, ah mais vous parlez pas de... » Et être exhaustif sur les religions, on n'aurait jamais pu, et alors en plus aucun de nous n'est spécialiste, donc déjà, on n'aurait jamais pu être exhaustif. Et pour le coup, ces questions de croyance, c'est quelque chose de tellement sensible qu'on ne voulait pas se permettre de... froisser et d'agresser des gens parce qu'on aurait oublié leur propre religion. Donc le plus simple, c'était de... Non plus, non. On n'a vraiment rien mis de... Alors ce qu'on a mis, c'est comme disait Jean-Sébastien, je crois qu'il y a un disque où il y a des cosmogonies, mais c'est-à-dire certaines images, mais qui sont limite plus artistiques que scientifiques, de ce qu'on pensait, de ce qu'était la naissance de l'univers. C'est ce qui se rapporte peut-être le plus à des croyances religieuses, mais ça reste dans le domaine de la naissance de l'univers, l'histoire de notre univers. Mais sinon, pour nous, c'était trop sensible, et puis on n'avait pas envie de... Voilà, le but du jeu, c'est plus de s'amuser et de transmettre que de froisser des gens, par maladresse ou par ignorance, et ça, on ne le voulait pas. Est-ce qu'on aura encore les outils dans 10 ou 20 ou 30 millions d'années pour comprendre ou exploiter ces informations ? C'est ce que vient de dire Nathalie. La seule chose dont vous avez besoin, c'est des yeux. Éventuellement un microscope si vous voulez aller regarder vraiment les détails du disque. On aurait pu envoyer des CD. On aurait pu envoyer, on l'a dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de son. On aurait pu envoyer de l'audio. L'audio, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une langue qui est utilisée, et encore une fois, on a voulu s'en affranchir. On a mis le moins de texte possible, le plus de graphiques possible, et donc on s'est dit, ok, a priori, la première chose dont ils ont besoin, c'est d'un moyen de voir. Et puis après, s'ils sont futés ou qu'ils ont une bonne vue, ils s'aperçoivent qu'il y a différentes échelles de lecture, et alors ils vont peut-être inventer la loupe, ou des bonnes lunettes, ou un microscope. Mais on a minimisé, justement pour ces raisons dans 30 millions d'années, on a minimisé le nombre d'outils dont on a besoin pour déchiffrer les disques. Donc au final, il y a réellement besoin de rien. Et vraiment cet aspect multi-échelle est important parce qu'on voit certaines choses en regardant le disque à l'œil nu.
Et puis on voit qu'il y a certaines choses plus petites, on a envie d'aller les grossir pour les regarder. Et puis en faisant ça, on va se rendre compte qu'il y a des choses encore plus petites sur le disque, et on va aller encore grossir pour les regarder, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'échelle du micron, où on verra les détails les plus fins que l'on a pu insérer. Oui, je me souviens même d'une discussion, je crois que c'était Roland et toi, sur les unités, système international. Donc unité, c'est-à-dire... les unités de base, en fait, qui permettent de quantifier notre monde, hein, le mètre, etc. Et le défi, c'était comment exprimer, en fait, les unités du système international sur la base du disque. Et je me souviens d'une discussion, je crois que c'était donc toi, Nathalie et Roland, qui disaient, ben voilà, pour le mètre, on va montrer, en fait, la distance qu'il faut pour lâcher le disque avec la pesanteur qu'il y a sur la Lune, pour montrer, en fait, que 1 mètre, c'est ça, hein, c'est le temps, 1 seconde. C'est en fait le temps parcouru par le disque quand on le lâche à la surface de la Lune jusqu'à son alunissage, on va dire, enfin le point de contact avec la Lune elle-même. Donc chaque unité est même replacée dans le système disque, si je puis dire, en fait. C'est ça, en l'occurrence, là, le disque, il est autoportant, il est autodocumenté, parce que là, on voit donc sur ce diagramme que si on place le disque à 1, 2, 3, 4, 5, 6, à 10 fois sa hauteur, le temps qu'il va mettre si on le lâche pour tomber et à atteindre la surface, c'est 1 seconde. Excusez-moi, j'avais encore une question, enfin presque une double question. Quand on vous écoute et quand on essaie de comprendre le cahier des charges initial, on se dit mais qu'en fait c'est irréalisable et que vous y arrivez, que c'était pas possible d'y arriver. Et est-ce que vous diriez que parmi les facteurs clés de succès et le fait d'avoir abouti à quelque chose, on peut considérer que d'avoir eu justement un temps limité, c'est ce qui a permis de concrétiser, parce que sinon vous y seriez encore. Et la deuxième chose, est-ce qu'on peut considérer aussi ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir, en réponse à une des questions, nous on ne doit rien à personne, et donc on assume d'avoir fait des choix, et c'est aussi ça, de ne rien devoir à personne, qui a permis d'aboutir au résultat, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup de domaines, si on demande 10 000 avis, on n'aboutira jamais en fait. Donc pour vous, c'est quoi qui a permis de réussir à produire in fine ce que vous avez réussi à produire, qui paraît totalement irréalisable au départ? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. D'abord, c'est qu'on a bossé ensemble, chacun avec notre caractère, nos idées, nos envies et notre domaine de spécialité. Donc, c'est vraiment le collectif, c'est super important. La deuxième chose, c'est l'humilité. Mais c'est vrai, il faut être humble. Ok, je ne vais pas pouvoir tout dire. Par exemple, vous parliez de regret tout à l'heure. À un moment, on a fait venir un chimiste. Parce qu'il y a un truc qui manque quand même, mine de rien. Sur le disque de l'eau, c'est le solvant universel, donc on sait qu'on en a besoin, etc. Sur le disque de la vie, on s'est dit, nom d'une pipe, il nous faut la photosynthèse. Il n'y en a pas un de nous qui est chimiste. Donc on a fait venir un ami chimiste qui nous en a parlé, mais il a passé 2 heures avec nous, ça n'a pas fait de nous des spécialistes. Et puis du coup, on n'a rien mis sur la photosynthèse. Bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir la photosynthèse quand on parle de la planète Terre et qui est toute verte. Donc il faut être humble. Ok, je ne sais pas, je ne le dis pas. Plutôt ne rien dire que de raconter des grosses bêtises, ou de mal les dire, ou de s'affubler d'une légitimité qu'on n'a pas. Donc l'humilité, ça joue aussi vachement. Après, on était avec les contraintes qu'on a, des contraintes techniques, des contraintes de temps, etc. Mais je pense que c'est moi, ce que j'ai envie de donner comme élément de réponse, c'est ça, c'est le collectif, et surtout beaucoup d'humilité. Non, on ne fait pas une encyclopédie. La seule chose que je rajouterais, c'est qu'effectivement, quand on a commencé ce projet, je me disais que ça m'intéressait énormément et j'ai travaillé dessus, mais je me disais qu'on n'arriverait jamais à faire quelque chose de raisonnable. Vraiment. Et je suis plutôt content du résultat auquel on est arrivé au final. Je ne m'attendais absolument pas à ce que l'on fasse quelque chose d'aussi riche et puis qui aussi, du point de vue du rendu visuel, soit aussi sympa. Et puis un des paramètres importants pour finir, en fait, c'est le temps. Effectivement, dans le cahier des charges, il y a la deadline. Alors, je crois que c'était avant juillet 2019, pour un petit peu participer à la célébration du premier alunissage, en fait, humain, bien sûr.
Donc on avait cette deadline et on sentait que oui, il y avait quand même une tension parce que voilà, on livrait après. Alors il y avait des histoires qui étaient déjà livrées, qui étaient déjà validées, qui étaient déjà intégrées et en cours de maquette, si je puis dire, par les graphistes en fait. Mais voilà, le fait d'avoir une limite dans le temps impose en fait des choix, des discussions et permet d'avoir un calendrier de faisabilité, un calendrier d'action. Et je pense que moi, personnellement, si j'avais plus de temps, bah, j'y serais encore, quoi, effectivement. Donc, au bout d'un moment, il faut s'arrêter et concrétiser en fait l'objet. Moi, j'ai travaillé sur ce projet-là pendant 1 an et demi, 2 ans, hein, c'est-à-dire 2 fois moins de temps que vous ou 3 fois moins de temps que vous, puisque j'ai été un petit peu appelé secondairement par rapport au projet. Mais alors rassurez-vous, j'ai pas fait pendant 2 ans que ça. Hein, ça a été en fait, je sais pas, on a essayé de se voir tous les 2-3 mois à peu près pendant une journée complète, de manière à bien s'immerger, à bien faire des réunions de travail pendant à peu près 6 à 8 heures. Et avec les graphistes, donc, et à chaque fois équipe internationale. Donc il y avait le Canadien de Vancouver qui est généticien et graphiste qui venait, le graphiste illustrateur berlinois qui était là aussi, et puis Jean-Philippe, Nathalie, toute l'équipe était là, Benoît, et donc on faisait d'abord un petit point sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, puis ensuite on faisait des petits groupes de travail, soit en binôme ou soit en groupe un peu plus important, et puis on échangeait en fait les idées en fait d'histoire, les stories comme on les appelait en fait. On essayait d'abord de se dire je vais parler de ça, alors chlorophylle ou pas, bon c'est pas, ou unité internationale, et ensuite une fois qu'on a l'objet, comment raconter en fait cet objet. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans l'histoire qui est une sorte de mini présentation des données scientifiques à chaque fois pour chaque donnée. Donc ensuite, on discutait entre nous de nos histoires respectives. Benoît était un petit peu le médiateur de tout ça. Et puis en général, ça. Et puis on était à l'INRIA avec un écran géant tactile. C'était le top, quoi. Au niveau du confort de travail, on avait, grâce à Emmanuel qui apportait non seulement du fond, mais aussi de la forme grâce à l'INRIA, on avait un confort de travail exceptionnel avec un des plus grands écrans. Enfin, tu vas en parler mieux que moi finalement. Ça, on s'en est servi une fois qu'on avait déjà pas mal de contenu disponible. C'était plus un outil pour, on va dire, valider et puis partager ce que l'on avait mis respectivement sur les disques. Mais donc ça fait partie des plateformes de recherche qu'on a dans mon centre à l'INRIA, donc à Saclay, juste 20 km au sud de Paris. Ça fait partie des objets de recherche qui nous intéressent en tant qu'informaticiens qui faisons de la recherche en interaction homme-machine. Donc c'est comment est-ce qu'on peut tirer parti de surfaces d'affichage très grandes comme ce que vous voyez ici, où en fait on a une très grande résolution. La différence par rapport à l'écran de cinéma sur lequel on est en train de projeter, c'est que les murs d'images tels que ceux que vous voyez là, qui est dans notre labo, c'est qu'on a une densité de pixels qui est très forte. Donc on a vraiment la possibilité d'afficher énormément d'informations en même temps, ce qui n'est pas le cas sur un écran de cinéma. Là, l'écran de cinéma, il est très grand, en taille, en mètres, mais par contre, j'affiche la même résolution que sur une télé Full HD ou éventuellement 4K. Mais ça ne va pas plus loin que ça. La résolution qu'on a sur ces murs-là d'images de visualisation dans le labo, elle est beaucoup plus importante que ça. On a typiquement, maintenant, on atteint 100 000 pixels de large par 50 000 de haut, quoi. Quelque chose comme ça. Et donc on s'en est servi notamment pour afficher partie des disques, donc ce qui rendait le travail plus facile parce qu'on voyait plus de choses en même temps à un niveau de détail donné que sur un bête laptop comme le mien, enfin, ordinateur portable ou station de travail classique. Et du coup, ça répond en partie à votre question, enfin d'une manière complémentaire. L'INRIA, grâce à Emmanuel, a mis à disposition ces outils, son temps de calcul pour justement aboutir à ce projet, un petit peu comme le CEA a mis entre guillemets à disposition Nathalie, ou comme le CNRS ou le Muséum de Paris a mis à disposition le paléontologue pour ajouter un petit peu sa graine. Donc c'est un consortium, enfin un ensemble d'institutions et de grandes agences internationales dirigées vers l'espace.
Vous avez parlé des selfies. Est-ce que comment on fait si on veut mettre son selfie? Est-ce que c'est trop tard, c'est fini? Et est-ce que on peut avoir, enfin je sais pas, sous forme de poster ou je sais pas quoi, la photo de tout ce que vous avez fait? Alors, poster, on n'a rien d'édité pour l'instant. Les disques on n'a pas fini de les graver, donc le projet est encore en gravure. Hein. Il y a 4 disques qui ont été gravés, si je ne me trompe pas, qui sont 4 disques parmi les 5 du génome. Donc c'est encore un projet en cours, hein. Il n'est pas complètement abouti. Là, je sais que les images qu'on vous montre, il y a eu quelques modifications depuis... des modifications que nous, on ne verrait pas, hein, mais il y a eu du travail qui a été fait. Sinon... Pour ce qui est des selfies, je pense que c'est fini, mais il faut aller voir sur le site. On peut peut-être encore les déposer. Et Sinon, sinon, il y a plus de ressources sur le site, donc c'est sanctuaryproject.eu, sans le calendar, voilà. Oui, j'ai une question extrêmement terre-à-terre. Là, vous voyez, je ne suis pas encore sur la Lune. Comment est-ce qu'on fait pour définir à l'intérieur de ce disque en saphir des couches? Et comment on fait avec une précision diabolique pour aller y poser un pixel dessus? Alors oui, la première partie de la réponse, c'est qu'il n'y a pas de couche. En fait, on a différents disques, mais après, il n'y a pas de couche dedans. C'est le disque, il a une seule couche parce que de toute façon, on n'a que des pixels noirs et blancs. Donc on n'a pas besoin d'avoir plusieurs couches par disque. Vous avez des technologies de gravure de disque et tout, où effectivement c'est multicouche, mais là c'est pas le cas. On n'a vraiment qu'une couche, et puis chaque pixel qui fait donc 1,4 micron va être brûlé ou pas. Alors après, le processus de gravure de ces disques, en fait, c'est ça vient du CEA, je crois, à la base, hein, la techno, non? Je sais pas. Enfin bon, c'est une entreprise vers... Ah, il a changé? Ah oui, voilà, non mais il me semble que c'est ça, oui. Donc c'est une start-up issue du CEA qui a cette technologie de gravure, alors je crois que c'est du laser, et donc qui prend ses disques en saphir industriel et qui va les graver avec cette résolution-là dessus. Ah, oui, non, alors pour la technique de création des images, on travaille avec des outils qu'on a développés nous-mêmes, où donc en fait on va créer ces très très grosses matrices de pixels qui font 65 000 de large par 65 000 de haut. Et puis, dedans, on va utiliser des outils de manipulation d'images, certains développés par nous, et que l'on va utiliser pour agencer les différents éléments. Ensuite, pour ce qui est, par exemple, d'histoire, comme ce qu'ont fait Nathalie ou Jean-Sébastien, si on reprend des exemples, il y a des images qui viennent du domaine public, par exemple. Il y en a d'autres qui ont été dessinées, notamment la panspermie, tout ce qui touche à ça, tu l'as dessiné à la main, je crois. Donc ensuite, on scanne ça, on le transforme en matrice de pixels, et puis on l'intègre dans les disques. Et il y en a d'autres, comme celle là, sur laquelle je vous ai fait deviner ce dont il s'agissait. En fait, ça, je l'ai fait complètement par ordinateur et je ne l'ai pas dessiné à la main dans un programme de dessin vectoriel ou autre. En fait, j'ai programmé cette visualisation. C'est-à-dire que sur la base des données que j'ai trouvées, dans des bases de données qui parlent de l'exploration spatiale, ensuite, moi, ça fait partie de mon boulot de coder des visualisations. Donc, programmatiquement, en fait, cette visualisation est engendrée en écrivant du code. Donc. Après, pour compléter, si c'était plus le sens de votre question, comment on traite les pixels, il y a eu tout un tas de défis technologiques qui sont cachés, qu'on ne voit pas. Mais par exemple, si j'entrelace 2 images, le fond de la Lune et je ne sais pas quoi d'autre, et que je me retrouve avec trop de pixels brûlés, donc noirs côte à côte, je brouille complètement le message. Donc il y a eu des choix qui ont été faits. Par exemple, de décider de détourer des images noires importantes, comme des lettres, si je veux écrire M comme maman, de faire bien attention qu'autour de chacun de ces pixels brûlés qui dessinent le M, ce soit un pixel clair qui soit. Parce que sinon, je perds le message de la lettre. En particulier, les lettres, elles sont toutes petites. Voilà, donc il y a des fois où, effectivement, en fait, pour chaque pixel, quasiment pour chaque pixel, de chacun des milliards de pixels de ces disques, il y a une réflexion derrière et du travail informatique. Alors là, c'est Mario, toi,
les spécialistes qui s'en sont occupés, mais effectivement, il y a eu tout un tas de questions qui ont été soulevées pour qu'on puisse entrelacer les images sans perdre d'informations. C'est d'ailleurs ce qui a défini la plus petite taille des lettres qu'on a utilisées, etc. Et puis on parlait tout à l'heure du fait qu'on n'avait pas de niveau de gris, parce que le pixel, il est brûlé ou il n'est pas brûlé, donc il est blanc ou il est noir, enfin transparent d'ailleurs, il est transparent ou il est noir. Et donc au final, quand même, il existe des... Alors ça, c'est pas nous qui les avons inventés, mais il y a des algorithmes en traitement d'image qui permettent de simuler des tons de gris en prenant une zone donnée et puis en la remplissant plus ou moins avec des pixels blancs, transparents et des pixels noirs. Et puis suivant comment est-ce qu'on va les agencer dans cette région, ça va faire des tons de gris qui sont plus ou moins clairs ou foncés. Et donc on se sert aussi de ce genre de technique. Et finalement, ces images, c'est une des premières fois qu'on les expose, en fait, parce que, vous l'avez bien compris, les disques sont encore en cours de gravure, de gravage ou de gravure, je ne sais pas comment on dit. Donc, vous allez sans doute en entendre parler dans un futur proche, quand ils vont partir pour la Lune. Et voilà, donc c'était une aventure, une belle aventure, en fait, pour moi, une belle parenthèse dans la diffusion des connaissances. Je me suis vraiment régalé en fait de travailler avec ces deux et puis ces autres représentants de l'espèce sapiens aussi. C'était intéressant. Ben, merci beaucoup. Je pense que... Alors ça sera la dernière parce qu'après il faut qu'on tienne. Alors les virus sont représentés dans l'arbre phylogénétique de la vie, en sachant qu'il y a quand même un débat entre biologistes. Est-ce qu'un virus est un être vivant au sens strict, parce qu'un virus a besoin d'un hôte et il n'a pas tous les composants organismiques de ce qu'on définit comme la vie. Donc bon, il y a des débats, en gros, il y a des débats entre spécialistes sur est-ce qu'un virus est une forme de vie ou non, mais on a quand même injecté, sans faire de mauvais jeu de mots, un peu de virus en fait dans les disques. J'espère qu'ils ne sont pas vérolés au niveau informatique. Merci beaucoup. Je pense que, voilà, qu'on peut les applaudir pour les remercier nos conférenciers de ce soir. Vous signaler pour ceux qui souhaiteraient partager la conférence de ce jour que vous pourrez la retrouver, si vous voulez la partager avec des amis, avec la famille ou autre, vous pourrez la retrouver sur la chaîne YouTube de l'Andra puisqu'elle a été filmée. Et je ne doute pas, comme ça a été dit, qu'on entendra parler de plus en plus de ce projet relativement extraordinaire. Et puis un grand merci à nos conférenciers d'avoir pris le temps de venir partager avec nous. Merci et bonne soirée. Je suis venue parce que d'abord c'est la fête de la science et moi j'avais vraiment envie de marquer le coup d'être présente à la fête de la science. Je trouve qu'on a si peu l'occasion, en plus ce jour merveilleux où il y a eu le prix Nobel de 2 femmes qui ont été prix Nobel de chimie. Enfin moi voilà, je suis venue pour arroser ça. En fait. Alors ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a une alliance entre science et art, et ça j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment, enfin, pour faire de la science, il faut imaginer, il faut aller au bout de son projet pour faire quelque chose d'artistique aussi. Et je trouve que c'est exceptionnel. Et puis cette idée, voilà, de laisser une trace, de se demander qu'est-ce qui est important, d'essayer en plus de faire quelque chose de petit, c'est tout petit, d'essayer de concentrer les choses. C'est vraiment quelque chose, je trouve, très intéressant. On a voulu venir à cette conférence parce qu'on avait eu l'occasion de participer à celle de Roland Lehoucq il y a quelques années, qui était vraiment super, et donc on a renouvelé. C'était important pour nous de savoir qu'est-ce qu'on allait envoyer sur la Lune, qu'est-ce qui va faire ce super fossile, qu'est-ce qui en constitue, et surtout comment on va l'envoyer. À la fin, surtout, lorsqu'on a posé nos questions, ça nous a vraiment libérés sur certaines choses, sur certaines questions qu'on se posait. Je fais partie du groupe mémoire de l'Andra et donc c'était une façon pour moi aujourd'hui de venir un petit peu compléter les informations qu'on peut nous donner au niveau du groupe mémoire. Et c'est vrai qu'on entend toujours parler du disque Saphir sans vraiment savoir, on a quelques informations mais c'est vrai qu'on n'a pas autant de connaissances qu'on a pu avoir aujourd'hui. Et c'est vrai que dans la conférence d'aujourd'hui notamment, ce qui a été impressionnant c'est de savoir que toute la quantité d'informations qu'on peut stocker à l'intérieur et la
la manière dont ça a été fait. Donc ça, c'était vraiment quelque chose une découverte pour moi et vraiment quelque chose d'intéressant. Et donc en tant que membre du groupe Mémoire, on a aussi la pression en se disant voilà, comment on peut continuer à transmettre la mémoire pour les générations futures. Et donc c'est vraiment un enjeu qui est essentiel et important pour nos générations d'avenir.